Juin 1940. Le Portugal célèbre les 800 ans de sa fondation dans la liesse populaire. Dans tout le pays, les 7 millions de Portugais se massent pour assister aux cérémonies officielles. L'homme fort du Portugal, António de Oliveira Salazar, se plie sans sourciller au protocole. Mais il sait que l'indépendance de son pays est menacée. Le Portugal n'est qu'un pion sur l'échiquier des grandes puissances. En effet, le Troisième Reich, après avoir conquis la Pologne, écrase la Belgique et la France. L'Europe est à feu et à sang. Des millions de personnes prennent les routes de l'exode. Seul Churchill résiste encore à Hitler. Salazar, dictateur fasciste mais aussi allié historique de l'Angleterre, est pris en étau entre les deux camps. En joueur de poker rusé, il va tenter de faire de cette faiblesse une force. Son objectif, survivre à la guerre. En ce début d'été 1940, l'apothéose des festivités est l'exposition coloniale de Lisbonne. Elle célèbre le plus vieil empire du monde, qui s'étend des Açores à l'Angola et jusqu'à Macao, sur les rivages de la mer de Chine. L'événement est une vitrine planétaire à la gloire du régime portugais. À sa tête, un tandem. Le président, Oscar Carmona, un général chevronné, a pris le pouvoir par un coup d'État. Mais il ne contrôle plus que l'armée. Dans son ombre, António de Oliveira Salazar est le véritable homme fort du pays. Ancien professeur d'économie, il a été appelé au pouvoir par Carmona pour sauver le Portugal de la banqueroute. Opportuniste, Salazar n'a laissé au vieux général que des miettes du pouvoir. Premier ministre, il est aussi ministre des Finances, de la Guerre et des Affaires étrangères. En 1933, il franchit une nouvelle étape en créant l'État nouveau. Salazar rêve d'une société conservatrice, nationaliste et disciplinée. Un projet autoritaire qu'il a défini dans un discours de 1936. Homme discret, fuyant les caméras, c'est l'un de ses rares discours filmés. As almas dilaceradas pela dúvida e o negativismo do século, procuramos restituir o conforto das grandes certezas. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Embrigadement de la jeunesse. Haine de la démocratie et de l'égalité. Anticommunisme et ultranationalisme. Le gouvernement portugais est proche des régimes fascistes de Mussolini et du Troisième Reich.
Il s'appuie aussi sur une police politique, la PVDE, qui s'inspire des méthodes de torture de la Gestapo. Mais Salazar n'est pas totalement aligné sur ces régimes. Il n'adhère pas à la vision raciste de Hitler et trouve Mussolini trop exubérant, grotesque. Réciproquement, Hitler se méfie de Salazar, trop lié à Churchill. Au nom d'une alliance de plusieurs siècles, le Portugal est pieds et poings lié à l'Angleterre. Il dépend de la marine marchande anglaise pour son ravitaillement. Cette position paradoxale entre Londres et Berlin place Lisbonne dans une situation totalement inédite. C'est la seule capitale au monde où les officiels nazis et leurs ennemis anglais se côtoient malgré la guerre. Le 23 juin 1940, devant le président Carmona, défile le duc de Kent, représentant du Royaume-Uni, suivi de l'ambassadeur des États-Unis, mais aussi les diplomates des forces de l'Axe, l'Italie et le Troisième Reich. En bonne place figure aussi l'Espagne fasciste du général Franco, qui songe à une alliance avec Hitler. La propagande monte en épingle la place du Portugal. Mais nenhum país poderia permitir-se hoje a honra de reunir na mesma sala, lado a lado, representantes de nações agora inimigas entre si. Vemos agora os embaixadores entregarem, a um, as suas credenciais, que das mãos do chefe do Estado passavam para as do Sr. Presidente do Conselho. De retour dans son bureau, où il vit en reclus, Salazar analyse froidement la situation. Il est pris en tenaille entre Hitler et Churchill. S'il se rallie à un des deux camps, l'autre le lui fera payer. Lucide, il sait qu'il n'a pas beaucoup d'atouts. Pour survivre, il doit à tout prix maintenir son pays hors du conflit. Son cap, rester neutre. Déjà une ombre plane. Salazar n'a pas anticipé l'exode de près de 20 000 réfugiés européens qui franchissent la frontière portugaise. Pour eux, qui ont fui devant l'armée allemande et traversé les Pyrénées, puis l'Espagne fasciste avec les moyens du bord, arriver au Portugal est un soulagement. Lisbonne, le dernier port libre d'Europe, suscite tous les espoirs. C'est un passeport pour la liberté. Ils sont belges, français, néerlandais, mais aussi polonais et allemands qui s'étaient réfugiés en France avant-guerre. Ils n'attendent que de pouvoir embarquer pour l'Amérique. Malheureusement, il n'y a pas de place pour tout le monde. L'écrivain juif allemand Hans Saal partage le désarroi des réfugiés bloqués à Lisbonne. Tant que nous n'avions pas de visa américain, nous resterions en Europe. Et Hitler avait déjà occupé presque la totalité du continent. Pour quelle raison épargnerait-il le Portugal ?
Lisbonne est devenue une gigantesque salle d'attente à ciel ouvert. Sur le parvis du Chiado, on entend parler toutes les langues des pays occupés par l'Allemagne. Pour tuer le temps, les réfugiés se rassemblent dans les cafés. Ils se sentent chez eux au café Nicolas ou au Suissa. On y joue aux cartes et on y refait le monde. Pour Hans Sall, Lisbonne apparaît comme une oasis. Il y avait à manger. On pouvait aller chez le barbier ou même chez la manucure. Dans les tavernes enfumées, on embrassait des amis qui, eux aussi, avaient réussi à s'enfuir. Mais les réfugiés bousculent un pays figé dans son conservatisme. Patriarcale, la société portugaise laisse une place subalterne aux femmes, qui n'ont pas le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari. Selon l'idéologie de l'État nouveau, elles leur doivent obéissance. Beaucoup de Portugais, comme l'écrivain Alexandre Babot, regardent avec perplexité ces réfugiés qui offrent leur corps au soleil. Ces gens avaient d'autres habitudes. Ils étaient plus libres, plus naturels, plus ouverts. C'était comme un coup de poing porté au provincialisme généralisé du pays. Pour les autorités, ces étrangers se comportent de manière indécente. Elles décrètent certains maillots illégaux et verbalisent les contrevenants. Les récalcitrants sont emmenés au poste. Plus qu'un trouble à l'ordre public, Salazar considère les réfugiés comme une menace qui pèse sur ses relations avec les régimes fascistes. Son ambassadeur à Madrid vient confirmer ses craintes. Dans un télégramme codé, il l'avertit que les autorités espagnoles sont furieuses du nombre de réfugiés qui traversent leur pays à destination du Portugal. Elles accusent Lisbonne d'accueillir ceux qu'elles désignent comme les rebuts des régimes démocratiques. Salazar est sur la corde raide. Son consul à Bordeaux, Aristide Sousa Mendes, a transgressé ses instructions et délivré des visas à plus de 10 000 réfugiés, dont beaucoup de juifs allemands et des opposants au Troisième Reich. Un officier espagnol menace. Vous ne pourrez pas vous plaindre quand l'Allemagne pourchassera ses réfugiés jusqu'à Lisbonne. Salazar sent monter le danger lorsque les soldats de la Wehrmacht, arrivés à la frontière des Pyrénées, fraternisent avec les troupes espagnoles. Il craint que le général Franco, le leader de l'Espagne fasciste, signe une alliance avec Hitler. Son voisin aurait alors les moyens de réaliser son rêve de toujours, annexer le Portugal. Un projet expansionniste que le dictateur espagnol avait détaillé dans sa thèse de l'Académie militaire, Comment envahir et occuper le Portugal en 72 heures. Salazar retient son souffle quand en septembre 1940, Franco envoie à Berlin Serrano Suñer, son beau-frère, qui est aussi le chef de la faction ultranationaliste de son régime. Dès son arrivée, Suñer affirme « Géographiquement parlant, le Portugal n'a aucun droit d'exister. » Hitler voit dans le projet espagnol d'invasion un moyen d'affaiblir Churchill. Il confie «
Seule la force peut détacher le Portugal de l'Angleterre. Un mois plus tard, le 23 octobre, Franco en personne rencontre Hitler à Hendaye. Auf dem Bahnsteig der französischen Grenzstation erwartet der Führer den Chef der spanischen Regierung. Zum ersten Male begegnen sich hier der Führer und der Caudillo. À l'issue des pourparlers, la propagande espagnole, se félicitant du rapprochement des deux pays, déclare: la solidarité de l'Espagne avec les puissances de l'Axe s'est renforcée. Le signal est clair. Franco est sur le point de s'allier à Hitler. Une source bien informée à Madrid alerte Salazar. L'Espagne mobilise son armée pour être prête à envahir le Portugal à la date du 15 décembre. Dans moins de 2 mois. Salazar prend peur. Face aux 250 000 soldats espagnols, le Portugal a l'une des armées les plus faibles d'Europe. Selon le président Carmona qui la commande, elle ne tiendra pas 3 semaines. Pour contrer Franco, Salazar n'a qu'un seul atout, la ruse. Il connaît le talon d'Achille du caudillo. Un an après la fin de la guerre civile qui a déchiré l'Espagne, le pays est au bord de la famine. Dans son plan, Salazar implique l'Angleterre, qui a également intérêt à ce que Franco ne s'allie pas avec Hitler. Il a convaincu Churchill de signer un accord pour la livraison à l'Espagne de 100 000 tonnes de blé. À une condition, que Franco ne rejoigne pas les puissances de l'Axe. Durant des mois, Salazar met de l'huile dans les rouages et aplanit les dissensions entre Anglais et Espagnols. L'hiver 1940 est particulièrement âpre et la situation devient intenable en Espagne. Hitler ayant refusé catégoriquement toute aide économique à Franco, la population ne peut compter que sur le blé britannique pour ne pas mourir de faim. Arrive l'échéance fatidique du 15 décembre 1940. Salazar est informé en temps réel de la situation. Franco n'attaquera pas le Portugal. Le plan de Salazar a réussi. Il peut enfin savourer sa première victoire. Temos conseguido, e digamos, merecido, viver em tranquilidade na Península. Talvez por isso, mas não parece razoável que se alimentem exclusivamente preocupações da guerra. Viva Portugal! En ce printemps 1941, Salazar veut rassurer sa population. Mais derrière la confiance affichée, le dictateur ne relâche pas sa vigilance. Même quand la guerre se déplace à l'Est. Le 22 juin 1941, le Troisième Reich envahit l'URSS et provoque un renversement décisif. Staline devient l'allié de Churchill. Le Royaume-Uni n'est plus seul face à Hitler. Pour le Portugal, la guerre s'éloigne. Et Lisbonne vit comme si le conflit n'existait pas. C'est le seul endroit au monde où l'on peut voyager aussi bien vers Londres que Berlin.
Sur le tarmac, les avions de Sa Majesté croisent ceux qui arborent une croix gammée. Même l'entrée en guerre des États-Unis ne trouble pas la quiétude de la capitale portugaise. Sur le port, les réfugiés qui, pour la plupart, ont réussi à partir, ont laissé la place aux vedettes d'Hollywood. Desde que a guerra tornou inseguros os demais portos europeus, Lisboa ganhou foros de grande encruzilhada mundial. Passaram por Lisboa Vivian Leigh e seu marido Laurence Olivier. Protagonista de Rebecca e protagonista de Gone with the Wind, mostraram-se da mais cativante amabilidade para com os curiosos perguntadores. Les stars internationales profitent de ce havre de paix. Comme Joséphine Baker, meneuse de revue, mais aussi agent de liaison pour la résistance française, qui a fait de Lisbonne une étape obligatoire de sa tournée. Quant à Danielle Darieux, elle vient y passer sa lune de miel. Lisbonne gagne un statut inédit, celui de capitale du glamour. Les avant-premières succèdent aux événements mondains. Sous les ors de l'opéra, comme aux courses hippiques, les élégantes rivalisent avec les têtes couronnées. Sous l'œil des ambassadeurs, comme Sir Ronald Campbell. L'homme de confiance de Churchill est l'une des figures de cette vie mondaine. Campbell est surtout l'agent d'influence du Premier ministre britannique. Il s'entretient avec Salazar au moins une fois par semaine, pour le garder à l'œil. Car le dictateur, sans égard pour son allié anglais, est en train de renforcer ses liens avec l'Allemagne nazie. En novembre 1941, un proche d'Hitler, Albert Speer, vient à Lisbonne pour une exposition consacrée à son travail d'architecte. En réalité, il est en service commandé du Führer. Il doit négocier des accords vitaux pour l'effort de guerre allemand. Au centre des discussions, le tungstène, dont le Portugal possède les plus grosses réserves d'Europe. Sans ce minerai, les Panzers n'auraient plus de munitions. L'accord est signé 3 mois plus tard. Le Portugal s'assure de confortables revenus, mais surtout la bienveillance de Berlin. Churchill est exaspéré, mais il ne peut rien faire. Il ne veut pas prendre le risque de pousser Salazar dans le giron du Troisième Reich. Le dictateur portugais gagne sur tous les tableaux. Désormais, il est un dirigeant que chaque camp flatte sans vergogne. Hitler lui envoie un télégramme personnel pour le féliciter de ses 10 ans de pouvoir. Quant à Churchill, pour conforter son alliance avec le dictateur portugais, il lui fait remettre la plus haute distinction de la prestigieuse université d'Oxford. Foi conferido ao Sr. Dr. António de Oliveira Salazar, antigo lente de Coimbra, presidente do Conselho, ministro da Guerra e dos Negócios Estrangeiros, o grau de doutor honoris causa pela Universidade de Oxford. Distinção que envolve necessariamente todos os portugueses que ele chefia. Pour lui, d'origine très modeste, c'est un privilège sans égal. Il savoure cet hommage. Mais ces honneurs dissimulent une autre réalité, plus sournoise. Au détour des rues de Lisbonne, Anglais et Allemands se livrent une guerre clandestine.
seule ville européenne où les ennemis sont au contact, la capitale portugaise est le repère idéal des espions. Circulant en toute liberté, les agents secrets se rendent coup pour coup. Des espions célèbres y font leur premier pas, comme Ian Fleming, le père de James Bond, ou Graham Greene, l'auteur d'un Américain bien tranquille. Lisbonne devient la capitale mondiale de l'espionnage. Cette situation est loin de déplaire à Salazar. Si le dictateur laisse les services secrets étrangers opérer librement, c'est pour que sa police politique, la PVDE, obtienne plus facilement des informations. Salazar se croit le maître du jeu. Mais en mars 1942, le chef de la PVDE, le fidèle Agostinho Lourenço, sonne l'alarme. Sur la foi de renseignements nazis, il avertit Salazar que les Britanniques ont recruté des opposants au régime portugais, en particulier des communistes. Leur mission, préparer dans l'éventualité d'une invasion allemande, le sabotage de routes, de voies ferrées et de ports. Pour Salazar, mettre des explosifs et des armes entre les mains de ceux qui désirent sa chute est impardonnable. Il considère que les Anglais l'ont trahi. La PVDE arrête tous les membres portugais de ce qu'on appelle désormais le réseau Shell. Salazar convoque Campbell, l'ambassadeur anglais. L'heure n'est plus aux amabilités. Le dirigeant portugais engage le bras de fer. Il exige le départ de tous les agents britanniques du réseau Shell. Pour Campbell, la mission est délicate. S'il doit ménager sa relation avec le maître de Lisbonne, il a aussi reçu l'ordre de faire libérer le chef portugais de son réseau. Cândido de Oliveira, que les services de Sa Majesté ont baptisé du nom de code Pax, est un militant démocrate. Il est connu de tous les Portugais. Ancienne gloire du football, sélectionneur de l'équipe nationale, éditeur et journaliste. L'ambassadeur sait qu'il est torturé par les agents de la PVDE. Salazar lui répond cinglant « Les prisonniers politiques ont l'habitude de se plaindre de la police et des mauvais traitements. Ils espèrent obtenir notre compassion. » Après 3 heures de confrontation, le dictateur remporte le duel. Il ne fait aucune concession à son puissant allié. Cândido de Oliveira est envoyé au camp de prisonniers politiques de Tarrafal, dans l'archipel du Cap-Vert. Dans ce bagne au climat aride, auquel succèdent des pluies torrentielles, les travaux forcés et les tortures viennent à bout des organismes les plus affûtés. À propos de son internement d'1 an et demi, Cândido de Oliveira écrira dans ses mémoires « À l'intérieur du camp, vous ne vivez pas. On attend la mort. C'est une mort lente mais certaine. C'est une question de temps. » Salazar accentue la pression sur son allié britannique. Il fait expulser les espions anglais du réseau Shell. Campbell et le Royaume-Uni ont perdu cette partie. L'ambassadeur du Reich peut s'en féliciter. Pour le contre-espionnage allemand, c'est un succès. Churchill est furieux. Il contre-attaque. Après 1 an d'enquête, il transmet à Salazar un rapport préparé par ses services sur les activités des espions allemands au Portugal. Le dictateur est accablé. Il découvre que l'Abwehr a corrompu des fonctionnaires portugais, des gardes-côtes
des opérateurs radio et même des pêcheurs au large. Depuis leur poste d'observation, ces informateurs transmettent aux Allemands les positions des navires alliés pour permettre aux U-boats et aux bombardiers de la Luftwaffe de les attaquer. Forts de leur implantation au Portugal, les Allemands dominent la bataille de l'Atlantique. Ils coupent la route des convois d'armements américains et les lignes de ravitaillement, vitales pour l'Angleterre. Jusqu'en 1943, il coule près de 2000 navires marchands alliés. Après le réseau anglais Shell, c'est à l'Abwehr que Salazar doit s'attaquer. Il démantèle le réseau des gardes-côtes et les fait arrêter. Sur le terrain, les agents secrets se font désormais plus discrets. Churchill a réussi à retourner la situation. Salazar accuse le coup. Après 3 ans de tension permanente, sa santé se dégrade. Son médecin s'inquiète. Ses yeux lui font mal au point que le vent, la lumière, le froid lui sont insupportables. Il est devenu insomniaque. Il abuse des médicaments qui ne lui font rapidement plus aucun effet. Alors que Salazar semble perdre pied, la guerre tourne en défaveur du Troisième Reich. Début 1943, la défaite de la Wehrmacht à Stalingrad après 6 mois de combat est un revers cuisant pour Hitler. La reddition de la 6e armée sous l'œil des caméras soviétiques est le symbole éclatant que les Alliés sont désormais en position de force. En mai, à Washington, Churchill rencontre le président Roosevelt. Ils préparent leur offensive décisive, le débarquement en Normandie. Pour réussir cette opération sans précédent, les Anglo-Américains doivent remporter la bataille de l'Atlantique. Or, le démantèlement du réseau des gardes-côtes portugais n'a pas stoppé les attaques des U-boats. Pour renforcer la sécurité des convois à destination de l'Angleterre, les Alliés ont besoin d'une base militaire au milieu de l'océan, notamment dans la zone appelée le Trou des Açores. L'archipel est l'endroit idéal pour installer une base aérienne et un centre de communication. Ces îles appartiennent au Portugal. Les Açores sont désormais la carte maîtresse de Salazar, et il entend bien la monnayer le plus cher possible. Il fait donc traîner les négociations, sans comprendre qu'il risque de tout perdre. Car Churchill et Roosevelt sont déterminés à prendre les Açores, par la force s'il le faut. Salazar est alerté par son ambassadeur à Londres. J'ai peur que les choses qui, jusqu'ici, allaient de mal en pis, ne continuent de s'aggraver jusqu'à atteindre le point de rupture.
C'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Notre pays serait le seul à perdre. Rien n'y fait. Salazar ne comprend pas le danger. En juillet 1943, les Alliés débarquent en Sicile et ouvrent un second front sur le continent européen. La pression sur Salazar s'accroît encore quand Mussolini est arrêté. Le message de Churchill, que la BBC diffuse au Portugal, sonne comme un avertissement. La clé de voûte de l'arc fasciste s'est effondrée. Et sans vouloir prophétiser, il ne semble pas improbable que tout l'édifice fasciste tombe en ruine, si ce n'est déjà fait. La menace est à peine voilée. Si Hitler suit Mussolini dans la défaite, la dictature portugaise pourrait ne pas survivre. Pour Salazar, c'est un mauvais présage. Mais pour les Portugais, c'est le vent du changement qui commence à souffler. Cet espoir leur donne le courage d'exprimer leur mécontentement face aux pénuries qui s'installent. Car avec la guerre qui se prolonge, le ravitaillement du Portugal se raréfie. Manger à sa faim devient une préoccupation quotidienne. Face à la misère de plus en plus profonde, le gouvernement fait l'autruche. Em todo o Portugal deve soar o mesmo grito: produzir e poupar. E uma das melhores maneiras de o fazer consiste no aproveitamento de todo o terreno disponível, semeando hortaliças, legumes, frutas, como vemos fazer a estes portugueses previdentes que aqui estão. Cette politique volontariste n'est qu'un aveu d'impuissance. Même les proches du régime, comme le chef des jeunesses portugaises, le constatent avec amertume. Qui a de l'argent et qui peut payer les prix du marché noir a toujours ce dont il a besoin. L'huile d'olive, le beurre, la viande, les pommes de terre ne manquent pas chez les riches. Mais les pauvres, ils n'ont rien de tout ça. Salazar ne veut rien entendre. Dans tout le pays, les Portugais entament spontanément des marches de la faim. La PVDE parle de révolte latente. Le 26 juillet 1943, dans les villes industrielles autour de Lisbonne, la contestation prend un tour politique. Dans la clandestinité, le Parti communiste lance des grèves sauvages dans les chantiers navals, comme dans les fabriques de liège. 5000 ouvriers arrêtent le travail. La grève s'étend à Lisbonne. C'est la plus grande mobilisation depuis que Salazar est au pouvoir. Cette fois-ci, Salazar réagit immédiatement. Avec une poigne de fer, il prend en main la répression. Dans chaque usine, il fait expulser les ouvriers grévistes qui viennent d'être licenciés. Leurs leaders sont arrêtés et envoyés à Tarrafal, le camp de la mort lente. Pour les remplacer, le régime fait appel à son organisation paramilitaire, la Légion portugaise. Mais les ouvriers ne sont pas les seuls à s'être mobilisés. Pour la première fois, les femmes manifestent ouvertement contre le régime. Dans tout le pays, elles s'opposent aux forces de l'ordre jusqu'à les caillasser.
Les policiers répliquent brutalement. Plusieurs dizaines de manifestantes sont arrêtées dans la ville d'Almada, le cœur de la révolte. La répression est la seule réponse de Salazar. Il ne prend aucune mesure pour sortir les Portugais de la pauvreté. Au contraire, il les maintient dans un archaïsme et un illettrisme qui confortent son pouvoir. La situation sous contrôle, il est grand temps pour Salazar d'achever la négociation sur les Açores. The islands and their people awaited the arrival of the British forces with complete calm. The Portuguese welcomed this opportunity of furthering the cause of freedom and bringing world peace nearer. With the aid of these islands, the whole of the Atlantic is now spanned by the patrolling wings of the Allied Air Forces. Safety for the ships, destruction to the U-boats. Salazar a enfin accepté que les Britanniques y installent une base logistique et aérienne. En échange, il a obtenu des alliés des contreparties, notamment la modernisation de l'armée, à la satisfaction du président, le général Carmona. La propagande, elle aussi, s'en félicite. Seguidamente àquela cerimónia, 12.000 homens da guarnição da capital desfilaram perante o chefe do Estado, o ministro da Guerra, adidos militares das nações acreditadas junto de nós, pertencentes a ambos os grupos beligerantes, membros do governo de alto comando. Novo fardamento, novo equipamento, novo material, novas armas, nova tática, produtos do espírito renovador dos seus atuais dirigentes. Surtout, Salazar a obtenu des Britanniques la garantie que son régime fasciste survivra à la guerre. Mais le dictateur joue avec le feu. Il continue de vendre son tungstène aux Allemands. Sans ce minerai, Hitler ne pourrait plus fabriquer les munitions de ses panzers. En recul sur tous les fronts, sa défaite serait inéluctable. Salazar en profite. Depuis des mois, la demande allemande en tungstène multiplie les prix par 6. Des milliers de chômeurs sont embauchés. Non seulement les tensions sociales du pays s'apaisent un peu, mais les coffres de l'État se remplissent. Pour le Portugal, la guerre est une véritable bénédiction économique. Mais pour les Alliés, c'est la provocation de trop. En mars 1944, Churchill met en cause Salazar. On me demande pourquoi notre allié fournit à l'Allemagne les moyens de perforer les blindés britanniques, tuer ses soldats et prolonger la guerre. Salazar ne veut pas céder. Il écrit à son ambassadeur à Londres « La lutte va être violente ». Il refuse de décréter l'embargo sur le tungstène exigé par les Alliés. Les Allemands payent cash, grâce aux biens spoliés aux Juifs. À Londres, le ton monte. Le ministre des Affaires étrangères, Anthony Eden, menace. Vous déclarez l'embargo sur le tungstène vers l'Allemagne, ou nous nous verrons dans l'obligation de trouver une autre alternative. Salazar ignore l'avertissement. L'ambassadeur anglais à Lisbonne, Campbell, passe à l'action. Il contacte la fille du président Carmona
pour proposer à son père de renverser Salazar. Loyal, Carmona alerte immédiatement le dictateur. Salazar comprend enfin le message. Les Alliés sont à bout de patience. Il est temps de clore la partie. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. À peine 48 heures avant, Salazar a enfin signé l'embargo sur les ventes de tungstène au Troisième Reich. Il a attendu que la défaite de Hitler soit certaine pour lâcher définitivement cette poule aux œufs d'or. L'habileté du dictateur est reconnue jusqu'au département américain au Trésor. La politique de neutralité de Salazar est une réussite totale, puisqu'elle lui a permis de commercer avec les deux camps le plus longtemps possible. Le 8 mai 1945, le Troisième Reich capitule. À Paris, à Londres ou New York, on fête la victoire et la paix retrouvée. À Lisbonne, des milliers de personnes se massent devant les ambassades alliées. L'espoir d'un changement de régime, d'un retour de la démocratie, alimente la liesse populaire. Mário Soares, militant socialiste et futur président du Portugal démocratique, se trouve dans la foule. Il témoigne. C'était un océan de personnes qui criaient « Victoire, victoire, liberté, liberté, démocratie ». On entendait même « mort au fascisme ». Dès le jour suivant, les manifestations spontanées sont interdites. Toujours impitoyable, Salazar réduit au silence la contestation populaire. Seuls les partisans du régime peuvent s'exprimer. No dia 19 de maio, representantes de todos os municípios portugueses foram ao Palácio de Belém cumprimentar o chefe do Estado e manifestar-lhe a sua gratidão. Portugal saiu ileso da tremenda catástrofe, sem a menor quebra dos seus compromissos seculares, sem a menor beliscadura na sua honra nacional. Aquilo a que alguém chamou o nosso milagre deve-se principalmente a dois homens, a dois chefes, Carmona e Salazar. Sob a égide do primeiro, a política de Salazar que salvaguardou a nação portuguesa de todos os males que afligiram mais de 9/10 do planeta durante 6 anos. Sous couvert de modestie, le dictateur se lance dans une séance d'autocongratulation. Homens e mulheres de Portugal, não sei, decididamente não sei como agradecer-vos esta manifestação tão carinhosa, tão sincera, tão desinteressada, mas tão pouco merecida. Assim penso, e no entanto, não evitei, nem me eximi a este ato. Era bem que eu pudesse agradecer a vossa parte da tarefa, a parte maior de trabalho, de ordem, de disciplina, de sacrifício durante os maus anos passados. Viva Portugal! En novembre 1945,
Cédant à la pression des Alliés, Salazar organise des élections libres. Mais il en profite cyniquement. Il laisse ses opposants présenter des candidats pour mieux les faire arrêter. Les Britanniques et les Américains, qui avaient combattu au nom de la démocratie, abandonnent le peuple portugais au dictateur. Leur priorité est désormais de combattre Staline, l'allié d'hier. La guerre froide dicte sa loi. Salazar, anticommuniste viscéral, joue dans la cour des grands. Il devient membre fondateur de l'OTAN, tandis que le chef de sa police politique est nommé à la tête d'Interpol. Fort d'une impunité totale, il régnera sans partage pendant encore près de 25 ans, jusqu'à sa mort en 1970. La dictature qu'il a fondée demeure aujourd'hui encore la plus longue d'Europe.